que vous saviez que la Lune pourrait rapporter 20 millions de dollars grâce à une seule ressource? Une ressource tellement rare sur Terre que les États-Unis et la Chine se battent en ce moment même une guerre froide pour le contrôle de cette dernière. À la base, les Américains et les Chinois, ils voulaient juste l'analyser pour mieux comprendre l'histoire de la Lune. Sauf que Jared Isaacman, le nouvel administrateur de la NASA depuis pas si longtemps que ça, a trouvé le moyen fabuleux d'en faire un business rentable alors que tout le monde dit que c'est impossible. Mais alors, comment une seule ressource peut bousculer toute l'économie mondiale? Et surtout, comment la future base lunaire du programme Artemis va transformer la Lune en la plus grande zone industrielle de l'humanité? Mais du coup, pour comprendre comment une telle base va provoquer un tel chamboulement, il faut revenir en 1972 avec Apollo 17. Car lors de cette mission, qui allait conclure l'un des plus grands arcs de la conquête spatiale, le géologue Harrison Schmitt, lui va faire une découverte d'un nouvel élément qu'il baptise Troctolite 76535. Et cette roche lunaire, vieille de plus de 4 milliards d'années, est devenue l'une des plus grandes découvertes de tout le programme Apollo. C'est pour vous dire. C'est simple, elle réunit une multitude de minerais en son centre, comme du titane, du fer ou encore de l'aluminium. Des matériaux très importants que l'on retrouve dans l'aéronautique, comme l'aérospatiale. Les réacteurs et les moteurs fusées, la structure des avions, et même votre iPhone 15, ils sont fabriqués à partir de ces éléments-là. Mais à ce moment-là, on s'en foutait de tout ça, parce que ça allait enfin pouvoir permettre, grâce à ces minéraux, de lever le voile et d'être la clé pour comprendre le mystère et le passé de la Lune qui plane encore aujourd'hui. Et donc, pour en savoir plus, il fallait donc y retourner. Et c'est 44 ans plus tard que les États-Unis se décident en 2016 de viser à nouveau la Lune, avec cette fois-ci un but scientifique, mais pas que. Car en face, la Chine, elle lance elle aussi son programme lunaire, qui est calqué exactement à l'identique que le modèle américain. Et pourquoi ils le font? On le verra après, car la raison, elle est simple, elle tient à un seul élément qui fera toute la différence. Mais pour l'instant, s'ils veulent y parvenir à construire une base lunaire, il leur faut déjà un lanceur capable, ne serait-ce que de surpasser la Saturne V. Et pour cela, ils auront besoin, du côté américain, de la SLS. La version Block 1, qui a volé lors d'Artemis 1 et 2, n'est pour autant pas la plus puissante. Car pour pouvoir vraiment surpasser la Saturne V, la NASA envisage à ce moment-là une version 1B et même une deuxième version de la SLS, ainsi qu'une station orbitale autour de la Lune, la Gateway. Des projets qui, malheureusement, ne verront jamais le jour et qui seront abandonnés. Car en 2026, avec les nouvelles coupures budgétaires de la NASA, fait que le programme Artemis va devoir revoir ses coûts à la baisse. La seule exception étant pour la Gateway, dont ces modules seront réutilisés pour la base lunaire, mais on y reviendra après. Mais ces dernières s'accompagnent aussi de l'arrivée d'un nouveau directeur de la NASA, Jared Isaacman, qui ne va plus du tout diriger la NASA comme une agence spatiale scientifique, comme ça a toujours été le cas depuis ces années, mais plutôt comme une entreprise dont l'objectif est de faire du pognon et d'être rentable. Et ça, on peut très facilement le remarquer, notamment sur le site officiel de la NASA, c'est pas une connerie, qu'il est écrit noir sur blanc que l'objectif est d'explorer davantage la Lune à des fins scientifiques, mais avec des retombées économiques pour des futures explorations martiennes. Ce simple ajout des retombées économiques va complètement chambouler les ambitions principales du programme, qui glisse et qui passe gentiment d'un objectif et d'une ambition scientifique à un but complètement lucratif. Car la raison de cette accélération, c'est surtout parce que les deux puissances convoitisent un seul élément qui fera toute la différence, comme je vous ai dit en début de cette vidéo, qui est l'hélium 3. Un isotope nécessaire à la fusion nucléaire qui est littéralement l'énergie du futur. Un élément qui a été estimé à plus de 20 millions de dollars au kilo. Mais du coup, pour comprendre comment on a pu arriver à une telle somme aussi exorbitante, il faut déjà s'intéresser d'un peu plus près à la construction de la future base du programme Artemis. Bon, maintenant que la mission elle est terminée avec tout l'engouement qu'elle a pu avoir autour, ce qui est plutôt compréhensible, qu'est-ce que la NASA elle nous réserve pour les missions futures? Pour le moment, on sait que Artemis 3 et 4 sont toujours en cours de préparation. D'ailleurs, la SLS d'Artemis 3 vient tout juste de commencer son assemblage avec l'arrivée du premier étage
dans le Vehicle Assembly Building, ou VAB, du Kennedy Space Center. Artemis 3 sera donc une date critique pour Jeff et Elon, qui, comme lors d'Apollo 9, testeront leurs alunisseurs en orbite terrestre afin de se préparer et être sûr que tout se passera bien pour Artemis 4 et qui ramènera enfin des astronautes au sol de notre satellite. D'ailleurs, Thomas Pesquet est celui qui a d'ailleurs été le plus pressenti ces derniers temps pour accomplir cette mission. Et d'ailleurs, la question qui vous viendrait à l'esprit et qu'on peut se poser, c'est comment ils vont pouvoir, avec une deadline aussi courte, pour pouvoir installer leur base lunaire. Et bah c'est justement expliqué dans le dossier giga détaillé du tout début que la NASA explique que la segmentation de la base et de sa construction se fera en 3 phases distinctes qui s'étalent de 2030 à 2036. La phase 1, elle vient tout juste de commencer et elle sert à définir la zone précise pour la future base. Car cette ressource ne se trouve qu'à un seul endroit, le pôle sud, qui présente également l'avantage d'être situé dans une zone où le soleil ne se couche jamais. Des vestiges d'eau gelée se sont retrouvés au fin fond de ces cratères polaires et qui seront très utiles pour alimenter la future base, ou alors pourquoi pas pour refuel des alunisseurs par exemple. Mais bon, comme je vous l'ai dit, avant de pouvoir avoir des stations-service sur la Lune, l'idéal serait quand même déjà de scanner la zone pour être sûr déjà d'avoir assez de ressources pour pouvoir y mener leurs expériences. Et pour y parvenir, ils utiliseront des satellites et des relais de communication, des rovers pour se déplacer et analyser les sols, et même pouvoir tester certains systèmes à l'avenir, comme des futures batteries nucléaires. Une étape qui est donc super importante, et qui sans elle, pas de deuxième, et encore moins de troisième étape. Mais une fois que cette phase sera validée, la deuxième et la troisième pourront enfin débuter à partir de 2029. Et elle concerne, vous l'imaginez bien, la fameuse construction de cette putain de base. Mais cependant, ils ne partent pas non plus complètement de zéro, puisque comme je vous l'ai expliqué, la station, elle sera en fait calquée sur les modules de la Deep Space Gateway. Donc en fait, littéralement, c'est juste la gateway installée sur le sol. La NASA prévoit d'alimenter ces modules en électricité avec, dans un premier temps, des panneaux solaires, et pourquoi pas dans un deuxième temps, avec des mini-centrales à fission nucléaire qui seront installées sur la surface. Mais la question que vous vous posez sûrement, c'est comment ils vont pouvoir extraire l'hélium 3 du régolithe lunaire. Et c'est justement là qu'intervient une start-up américaine nommée Interlune qui développe littéralement des tractopelles pour extraire l'hélium 3. Une boîte tenue par quelqu'un que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'Harrison Schmitt lui-même. Car si vous vous rappelez de la troctolite découverte par Harrison Schmitt que je vous avais parlé en début de vidéo, je vous avais dit qu'elle était composée d'une multitude de minéraux très utiles pour l'industrie technologique. Des terres rares qui, lorsque les réserves naturelles de la Terre seront à sec à un moment donné, fera que la Lune, elle sera la seule solution ultime face à cette future pénurie. Une fatalité qui obligera dans un second temps à l'industrialisation et à la délocalisation de toutes les industries et les entreprises technologiques vers la Lune. En fin de compte, même si l'ambition scientifique s'est complètement malheureusement depuis effacée, mine de rien, la délocalisation de ces industries permettra paradoxalement, dans un futur beaucoup plus lointain, à rendre la Lune comme étant le seul refuge ultime contre le changement climatique. Et bon, avant de péter un câble pour venir me dire que ce que je raconte c'est de la merde, je vous invite pour autant d'aller regarder la vidéo que je vous mets juste ici, et vous allez voir, elle est très intéressante. Alors je vous y attends chaudement.